Salut, c'est Alexandra et Claudio pour le podcast La Voix militante, un podcast fait maison. Nous sommes allés à la rencontre de plusieurs militants et militantes pour découvrir leurs idées, leurs luttes et leurs actions. Ces personnes ont une place importante dans les associations et les organisations politiques. Quels sont leurs parcours et comment leur militantisme se matérialise? Nous allons essayer avec eux de répondre à toutes ces questions. Notre voix militante aujourd'hui est Marlène Gérard. Est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs et auditrices? Oui, bonjour à toutes et à tous. J'ai 36 ans. Dans la vie, je suis urbaniste. Donc, je travaille principalement sur tout ce qui est habitat indigne. Des trucs très très pourris. C'est ma spécialité. Donc je bosse pour des collectivités, mais je suis dans le privé. Je vis en couple, j'ai 2 enfants, et je suis élue en tant que conseillère municipale d'opposition à Vendôme. D'accord, sur une liste en particulier? Je suis sur la liste Place à Vendôme, à Vendôme. C'est très clair. Est-ce que tu peux nous parler de ton combat en tant que militante et comment aussi t'en es arrivée en tant qu'élue? Moi, j'ai 2 actions principales, en tout cas 2 façons de militer principalement. C'est en tant qu'élue à Vendôme, je suis arrivée un peu par la petite porte. J'avais travaillé pour la collectivité de Vendôme, j'ai identifié plein de choses qui me semblaient pouvoir être améliorées, et naïvement je me suis dit je vais mettre sur une liste pour pouvoir améliorer ces points-là. Et puis l'autre chose, c'est aussi la défense des droits des femmes, des minorités. Donc je suis bénévole au planning familial et j'interviens dans des collèges, des lycées, sur tout ce qui est santé affective et sexuelle. Finalement, en tant qu'élu, est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail ce que tu fais, tes obligations, ce que ça implique toi dans ton quotidien? Alors en général, il y a un conseil par mois, mais ça peut être tous les mois et demi. Je crois qu'il y a 10 conseils par an, plus des commissions municipales qui sont, pour être honnête, principalement consultatives, même si c'est pas affiché comme ça. Donc il y a des réunions de préparation avant les conseils avec mon groupe politique. Ensuite, il y a une commission générale qui permet d'aborder les sujets de façon plutôt technique. Et 2 jours après, il y a le conseil municipal où là, on se retrouve avec la presse, avec le public, quand il y en a, pour débattre des sujets qui sont mis à l'ordre du jour par le maire. Et est-ce que tu peux nous citer quelques exemples en particulier avec les combats que tu mènes, que tu as pu mener auprès en tant qu'élu? Ouais. Moi, je me concentre quand même pas mal sur tout ce qui est droits des femmes, quand le sujet s'y prête, et puis également la préparation, la préparation du territoire à tout ce qui est changement climatique. Donc quand je trouve qu'il y a des décisions qui ne vont pas dans le sens d'aller vers un territoire résilient, là, en général j'interviens. Donc le financement du Rallye Cœur de France, le fait de faire des énormes marchés publics pour la cuisine centrale alors qu'on pourrait avoir des circuits plus courts, voilà, ce genre de choses. Finalement, en fait, comment t'en es arrivé? Est-ce que t'as parlé de petite porte? Ouais. Si je me souviens bien, comment t'en es arrivé comment tu décris cette petite porte pour arriver à être élu et à participer à ces combats que tu mènes? Je me suis toujours plus ou moins intéressée à la politique. Quand j'avais 7 ans, je demandais aux amis de mes parents pour qui ils allaient voter au présidentiel, donc ça gênait tout le monde, mais je suis partie, ça fait partie de qui je suis, quoi. Et du coup, pour Vendôme, j'ai travaillé pour la collectivité, je l'ai déjà dit ça. Mais c'est pas grave. J'ai voulu passer de l'autre côté, en fait, parce que quand on travaille pour une collectivité, on a affaire à des élus avec qui ça peut bien se passer, ça peut pas bien se passer, peu importe, on n'a pas vraiment son mot à dire en fait sur les décisions. Et moi, j'avais envie de participer à ces décisions. Et du coup, je me suis dit la façon la plus
la plus utile que je peux trouver, c'est d'être sur une liste. Et en l'occurrence, Jean-Paul Tapia, donc qui était la tête de liste de la liste Place à Vendôme, j'avais travaillé avec lui en tant qu'élu, et ça s'était très bien passé. Il était très à l'écoute de ce que je pouvais apporter. On communiquait bien. Et à la base, j'allais plutôt vers une liste de gauche, et on a discuté ensemble sur la liste qu'il voulait monter, qui était plutôt centriste. Je lui ai dit, je te préviens, je vote Mélenchon. Il m'a dit, c'est pas grave, on va trouver un terrain d'entente. Et après, on a monté un programme qui faisait que, je pense, on a fait des compromis ni l'un ni l'autre. Donc voilà comment je suis entrée par la petite porte en politique. T'as parlé, du coup, vous aviez monté une liste pour Place à Vendôme. Oui. Comment ça se passe, en fait, de mettre en place une liste? J'imagine, après, vous êtes élu par les gens. Qu'est-ce que vous avez dû faire? Comment vous avez dû un peu militer pour dire, en fait, votez pour nous? Moi, je suis arrivée 3 mois avant les élections. Donc, je suis arrivée, les listes étaient quand même plus ou moins déjà formées. Je pense que la base, c'était le projet de Jean-Paul, qui voulait monter une liste centriste, alternative, qui soit un peu plus tournée vers tout ce qui était transition. Moi, je le connaissais, donc je lui ai fait part de mon souhait de m'investir en politique, et puis après, j'ai eu des échanges avec 2 listes, dont celle-ci, et puis je me suis tournée vers celle-ci parce que, pour être honnête, il était plus attentif à ce que je pouvais amener. Après, pour le fait de monter une liste, moi, je peux parler que de mon expérience. L'idée, c'était d'avoir des gens qui viennent d'un peu tous les milieux, qui se retrouvent autour d'un projet qui était l'attractivité du territoire et les transitions. C'était nos lignes un peu de programme. Après, le montage en lui-même du programme, moi je trouve que ça a été fait, en tout cas chez nous, de manière très démocratique, c'est-à-dire qu'on se retrouvait régulièrement, on échangeait sur des sujets ou des projets qui nous paraissaient importants, et ensuite on les hiérarchisait, et c'est comme ça qu'on a monté le programme. Donc moi j'ai rien trouvé à redire sur la façon dont ça a été fait, et j'ai trouvé que c'était une expérience super chouette. Donc en fait, finalement, c'est en tant que citoyen lambda, j'imagine, où vous vous organisez entre vous pour monter cette liste. Oui, c'est ça, on avait un petit local et on se retrouvait 1 ou 2 fois par semaine pour monter le programme, pour prévoir les actions de communication, et c'est hyper galvanisant, je le souhaite à tout le monde. Quelle est la place en général de la vie politique, parce que t'as parlé que t'es élu, t'as aussi parlé de combats féministes que t'avais, et tout ça, ça prend quelle place dans ta vie au quotidien, par rapport à ta famille, comment ça t'arrive à tout lier? Alors j'ai un mari génial, déjà, qui me soutient beaucoup et qui m'encourage à livrer ces combats-là, à être militante, donc j'ai beaucoup de chance, enfin ça devrait être normal, mais j'ai beaucoup de chance. Après, la politique, en fait, en soi, si je suis réduite au conseil municipal, c'est pas un temps énorme, c'est quelques réunions par mois, c'est un conseil municipal, c'est des posts Facebook pour dire ce qui me tient à cœur, ce qui me révolte, etc. Maintenant, pour moi, la politique, c'est toute la vie. Enfin, c'est les relations avec mes amis, c'est la façon dont j'élève mes enfants, c'est comment je mène mes relations amicales, amoureuses, ma façon de manger est politique. Enfin, c'est pour moi l'intime est tout aussi politique qu'être élu municipal, en fait. Et aussi parce que je suis très bavarde, donc je discute beaucoup de politique et j'adore ça. Du coup, voilà, je fais de la politique au bar aussi. Est-ce qu'il y a des activités militantes en particulier que t'as eu à faire en dehors du rôle d'élu? Oui, du coup, je suis bénévole au planning familial, donc c'est une asso qui est militante, qui se dit militante, féministe. Pas rentrer dans les détails, mais féministe intersectionnelle, ça veut dire que le planning se positionne plutôt dans une lutte pour les minorités, que ce soit femmes, minorités de genre, antiracisme, etc. Moi, dans ce que je fais vraiment, c'est
Ça peut être très variable. Je peux être bénévole beaucoup sur un mois et puis le mois d'après il y aura pas beaucoup d'actions. Mais ce que j'ai fait jusque-là, en tout cas, c'est co-animer. Donc, je me suis formée auprès des salariés du planning. Et puis, j'ai co-animé des ateliers dans des collèges, dans des lycées, donc à Vendôme, dans des FJT à Blois, foyer de jeunes travailleurs. Ouais, donc c'est des jeunes adultes qui commencent leur vie professionnelle et ça leur permet de se loger et de manger à moindre frais, en général, les FJT. Et du coup, donc des ateliers d'éducation à la vie sexuelle et affective, donc qui est prévu dans le cursus scolaire de façon générale. Donc on part de la parole des jeunes. On n'est pas en descendant, mais on aborde les relations toxiques, la jalousie, l'orientation sexuelle, la santé sexuelle, de façon sous la forme de dialogue. Avec les collégiens, les lycéens, on adapte à chaque fois évidemment à l'âge et je trouve ça génial. Enfin, c'est hyper galvanisant. C'est frustrant parce que ça dure 2 heures et on se dit il faudrait que ce soit presque aussi enseigné que la musique ou les arts plastiques. Enfin, ce serait bien que ce soit plus que sur un an. C'est 2 heures. Normalement, c'est 2 heures par trimestre. D'accord. Sauf qu'il faut les moyens en fait. C'est-à-dire que par exemple le planning n'est certainement pas assez financées pour avoir suffisamment de salariés pour intervenir à chaque fois qu'on leur demande d'intervenir. Donc elles sont obligées de faire des choix. C'est pas ouf. Et ça dépend des régions, j'imagine, des communes, etc. C'est le département qui finance le planning. Puis peut-être un peu la région. Enfin après c'est une fédération aussi. Pour être honnête, comme je suis pas sûre de moi, je pourrais pas être péremptoire. Mais quand on sort de là, ouais, on se dit déjà c'est génial parce qu'il y a des sujets pour plein de jeunes qui sont des non-sujets. Ça fait du bien, surtout ce qui est typiquement orientation sexuelle. Bon, c'est pas le cas de toutes et de tous, mais c'est une grosse majorité. Mais il y a aussi plein de questions où on se dit mince, on est loin du compte quoi. Et c'est là que c'est un peu frustrant. On ouvre après sur tout ce qui est consentement, différence entre évidemment la réalité et d'écrire un tournage de X, que c'est des acteurs, qu'il y a des crèmes, on rentre un peu dans les détails, ça dépend de l'âge aussi. D'accord. Mais on déconstruit un peu le truc pour leur faire voir l'envers du décor, quoi. C'est assez cru, hein, on est... Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec les parents? Parce que j'ai déjà entendu des choses. Non, quand on a fait un atelier j'en ai pas parlé, mais avec le CCAS, on a fait un cercle de parole pour parents d'enfants trans. Est-ce que tu peux expliquer... Pardon, on est encore sur la partie. Si ça peut servir. Non, donc on n'a pas eu de retour de parents, parce que en général on part de la parole des jeunes, donc on va jamais au-delà de... Ah mais du coup tu peux reprendre l'acronyme et continuer ton tunnel, hein. Mince. Pas de soucis, je sais plus ce que je disais. En fait, tu parlais du CCAS. CCAS pour... Ah oui, mais là, je pense, je vais pas forcément le dire, c'était une anecdote, mais... D'accord. Bon, après, moi, ça m'intéresse. Ça peut. Mais ouais, quand on a fait une intervention au CCAS, et on a fait un cercle de parole de parents d'enfants trans, et on a eu quelqu'un de la communauté d'Emmanuel, pour ne pas la citer, donc quelqu'un qui est arrivé, c'était le seul homme d'ailleurs, qui en gros était là pour fliquer ce qu'on allait dire, quoi. Et il a été assez vindicatif au début, dans le sens où il était très fermé. Et puis en fait, quand il a vu qu'on était simplement en train de parler d'humain à humain et qu'on était dans l'accompagnement des personnes, il a plus rien trouvé à dire en fait, puis il est parti. Donc ouais, c'est des moments comme ça. Est-ce que il y a des trucs qui te révoltent en particulier aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses qui me révoltent. Je pense que en tant que militante et politique et féministe, on a vite fait de se mettre en colère, donc je fais un peu attention. Sinon, ça peut devenir compliqué pour mon entourage. Mais ce qui m'énerve, ce sur quoi je reviendrai là tout de suite, ce serait la malhonnêteté en politique, dans le sens la communication politique.
au niveau national, mais aussi au niveau local. Par exemple, parler de réforme juste pour les retraites, alors que il est hyper facile de démontrer que cette réforme ne l'est pas pour les plus précaires, pour les femmes, etc. C'est dire que la lutte contre les violences faites aux femmes est un sujet important, super important, mais laisser un mec ministre qui a échangé du sexe contre de l'argent, je trouve ça juste dingue. Enfin, moi, je suis toujours en colère de ça, je ne décolère pas par rapport à Darmanin. Après, au niveau local, ce qui m'embête vraiment sur ce point-là, c'est j'ai l'impression que c'est pas seulement une impression, que les décisions sont prises à 2, 3, 4 maximum, et qu'il y a vraiment très peu de démocratie dans la prise de décision avant d'eux. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cercles, de jeux d'influence, je te donne ça, tu me donnes ça, etc. Et vraiment l'énergie dépensée là-dedans, dans le serrage de main, dans l'influence, me paraît vraiment faramineuse, quoi. Donc ça me révolte. Le manque de participation, le manque de transparence sur les décisions. J'ai l'impression que les gens s'intéressent plus à la politique parce que en fait, la politique s'intéresse pas à eux, quoi. C'est-à-dire qu'on leur demande pas leur avis, on va les voir pendant les élections et après, allez, on fait une consultation sur Internet vite fait pour un sujet majeur, mais ouais, on demande pas aux gens de quoi ils ont envie, quoi. Donc je trouve que ça éloigne les gens de la politique et ça me désole. Ouais, pour moi c'est pas en serrant des mains qu'on crée du lien social, que on se prépare à l'avenir sur tout ce qui est changement climatique, qu'on soutient la culture, les assos, enfin voilà. Il y a plein d'exemples partout de territoires qui sont tournés vers l'avenir, qui font des choses pour le lien social et ouais, je trouve qu'on est un peu rabougri là actuellement. Et ça fait 2-3 fois où tu cites le fait que il y a un décrochage entre les gens qui s'intéressent beaucoup moins à la politique et un peu ce côté plus politique où les gens, il y a plus ce qu'on peut appeler presque du clientélisme ou juste les cercles. Et qu'est-ce qui, d'après toi, pourrait aider à changer les choses, en fait, simplement? Plus de transparence. En fait, les gens, ils vont pas venir tout seuls. Enfin, le conseil municipal est public. On a rarement plus de 5 personnes dans le public, à part des personnes qui sont intéressées sur un sujet en particulier et qui viennent voir ce qui se dit. Nous, on a demandé, avec ma liste, vraiment, je pense, au moins 4 ou 5 reprises qu'il y ait une rediffusion, par exemple, en vidéo du conseil municipal. C'est aussi une question de communication, c'est une question de budget participatif. Enfin, en fait, il y a plein d'options pour intéresser les gens à la politique. Pour être honnête, je suis pas sûre que ce soit le souhait de la politique locale, ce que je déplore. Parce que les intérêts de la politique locale, finalement, c'est pas du tout les intérêts des gens qui... De l'intérêt général. J'irai pas jusque là, parce que c'est juste, c'est pas forcément les décisions reflètent pas mes valeurs perso, donc je prends ça en compte. Je veux dire, c'est normal qu'on soit pas tous d'accord sur les priorités. Par contre, sur le manque de transparence et de démocratie et de concertation et de prise de décision avec l'ensemble des personnes, y compris au sein de la majorité, je veux dire, à mon sens, il va y avoir 2-3 personnes qui discutent, qui prennent les décisions, quoi. Je trouve ça fou, en fait, que ce soit encore le cas. Après, c'est peut-être le cas dans plein de collectivités, je sais pas, mais moi, je trouve ça dingue. Est-ce que, toujours dans l'histoire, il y a un événement particulier que tu retiendrais de l'histoire en général Je reviens une petite pirouette, parce que c'est pas un événement qui est déjà arrivé. Mais ce que je retiendrai quand je serai vieille, j'espère, c'est la première femme élue présidente de la République. Bon, j'espère qu'elle sera de gauche quand même. Parce qu'il y a beaucoup qui attendent que ça soit une Marine Le Pen. Ah oui, non, je pensais pas à Marine Le Pen. Oui, non. Non, mais je dis ça avec un peu de malice, mais je trouve qu'il y a pas forcément beaucoup de ponts entre la représentation des femmes et le combat social, même de notre côté, chez
les militants hommes. Il y en a de plus en plus qui sont sensibilisés, mais il y en a plein, je pense, qui voient pas trop encore le rapport entre le patriarcat, le capitalisme, les dominations sociales. Et pour moi, ça relève de l'évidence, et j'ai envie de communiquer et de parler de ça avec tous ceux qui voudront bien en parler avec moi. Et je mords pas. Bah, si tu veux. Sauf si on me demande. Est-ce que il y a un personnage en particulier que tu retiens de l'histoire? Oui, alors il y en a, j'allais dire il y en a plein, mais non, il y en a pas plein, parce que évidemment j'ai envie de citer une femme, et que forcément quand on se marie à 15 ans et qu'on fait 10 enfants, bah c'est plus dur de marquer l'histoire. Bref, j'ai pensé à Aliénor d'Aquitaine, donc là ça remonte un petit peu. Donc reine de France, reine d'Angleterre, avec 2 maris différents. Au XIIe siècle, c'est pas mal. Et surtout, elle a eu une influence énorme au niveau politique. Elle a mené sa barque. Enfin, c'était une badass du XIIe siècle, quoi, en gros. Et puis, bah, c'est aussi le prénom de ma fille, donc voilà. Pour l'anecdote, ce qui est rigolo, c'est que elle a été quand même assez régulièrement attaquée pour son autoritarisme, sa façon d'être avec ses maris, alors que je pense que si ça avait été un homme, la question se serait absolument pas posée, et elle aurait été encensée pour sa façon de mener les hommes. Et puis en deuxième, parce que j'ai pensé à une deuxième personne, alors c'est pas encore un personnage historique, mais moi elle m'a beaucoup marqué, c'est Greta Thunberg. Ça fait un peu cliché comme ça, mais moi de la voir du haut de ses 15 ans s'adresser à tous ces bonhommes en cravate en train de dire mais qu'est-ce que vous faites en fait? Vous continuez de parler. On parle de maintenant et des décisions qui seront à prendre, et il n'y a plus le temps en fait. Et moi je me reconnais vachement là-dedans, parce que parfois c'est ce que j'ai envie de faire au conseil municipal. Il y a une question, est-ce que tu préfères les chats ou les chiens? Je préfère les chats parce que non, j'aime tous les animaux. Mais pragmatiquement, je préfère les chats parce que je suis par Mons et par Vaux, et donc les chats sont plus indépendants. Pour toi, citoyenne et citoyen, ça correspond à quoi en fait? Je pense que se sentir citoyenne ou citoyen, c'est faire du lien. Donc c'est pas forcément répondre à la politique locale ou seulement voter. Et d'ailleurs, c'est même pas forcément voter quand on se retrouve pas dans un projet politique. D'ailleurs, le vote blanc est pas reconnu et donne rien, mais bon, moi je suis pour. Je comprends très bien qu'on soit blasé de la politique nationale et locale. C'est non, être citoyenne, c'est aider sa voisine à garder son gosse qui est malade et qui bosse en même temps et qui est toute seule. C'est aider à monter un festival de musique. C'est essayer d'acheter aux paysans du coin quand on a les moyens. Et je précise quand on a les moyens parce qu'en fait, tout ça, ça suppose qu'on ait du temps, qu'on ait de l'argent, et donc on ait des politiques nationales qui nous le permettent. Donc, encore une fois, tout est lié. Est-ce que tu pourrais nous donner au moins 2 conseils que t'aimerais donner à des gens qui aimeraient militer au vu de ton parcours d'élu aujourd'hui? 2 conseils, enfin moi je donnerais pas 2 conseils, mais le conseil que je pourrais donner, c'est ne pas hésiter à se sentir légitime à entrer en politique, en fait. Moi, avant d'être élue, je pense pas avoir plus de légitimité qu'une autre. C'est juste que j'ai eu envie de participer à la prise de décision, et peut-être il y a un peu de confiance en soi, je sais pas, mais en tout cas, je me suis dit que j'étais pas moins légitime ni plus légitime qu'une autre à entrer en politique et à dire ce qui me semblait important pour les gens autour de moi. C'est comme ça que j'ai commencé la politique, et parfois on a tendance à se dire il y a les élus, c'est une caste. Enfin moi pas du tout.
je suis élue parce que j'ai décidé que j'essaierais de peser localement, quoi, mais pour ce qui me semblait le plus juste, en fait. Enfin, je suis pas entrée en politique parce que je connaissais beaucoup de monde, ou j'ai juste eu envie je me répète, mais de participer à la prise de décision. Et je crois que tout le monde est capable de faire ça. Après, il faut que les gens qui sont déjà localement en politique ouvrent à la prise de décision et soient convaincus par le fait que la diversité amène du bon. Ce qui est pas forcément le cas à Vendôme, je pense. Et finalement aussi, t'as dit que n'importe qui peut monter une liste, comme tu disais au tout début, s'inscrire sur une liste, participer aussi à une liste, à une campagne municipale. Moi, j'ai jamais été dans un parti. J'ai toujours milité pour ou été bénévole dans des assos où ça me semblait aller dans le bon sens, dans le sens de l'intérêt général, dans ce qui me tenait à cœur. Mes prises de décision et mes positions politiques, je les ai pas. Enfin, j'aime pas le dogme, en fait. Sur tous les sujets, je lis beaucoup, je m'informe beaucoup, je cherche des sources, et après je prends ma position. Il se trouve que mes lectures, que tout ça m'ont amené principalement à gauche, parce que je pense que j'ai une soif de justice qui est presque la base de tout. Et du coup, oui, dernièrement, c'était pour moi le programme de l'avenir en commun qui me paraissait coller plus à ce que ce qui me semblait bon pour tout le monde. Et c'est comme ça que je suis entrée en politique. C'est la recherche de ce qui me semble juste, en fait. Et du coup, t'as parlé de pas mal de lectures, donc ça nous amène finalement à la question suivante, ou si tu pouvais conseiller un film, podcast, livre à ceux qui nous écoutent. Alors, un livre que j'ai fini, c'est le dernier livre que j'ai fini, qui est un livre de Laure Noila qui s'appelle Comment rester écolo sans finir dépressif. Donc au-delà du titre un peu rigolo, il y a une première partie qui dresse un constat qu'on connaît tous sur l'état de la planète, les projections du GIEC, etc. Mais la seconde partie du livre, ça donne plein d'idées d'actions individuelles, collectives, ça donne des exemples sur des collectivités qui se bougent, et ça fait du bien, quoi. Ça ouvre les perspectives. Et puis je vais pas partir sur un film, mais sur des podcasts, parce que je suis une grande consommatrice de podcasts. Je rends hommage aux vôtres. Je dirais 2 podcasts, donc qui sont un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, qui est produit par Arte Radio. Donc il tourne globalement autour du féminisme, mais en lien avec plein de sujets. C'est un podcast qui est poétique, qui est sourcé, qui est vraiment génial. Enfin, moi, c'est mon podcast préféré. Et puis Vivons heureux avant la fin du monde de Delphine Saltel, qui est également produit par Arte Radio, en plusieurs épisodes aussi. Et là, on part d'un point de vue un peu naïf d'une nana de 30-40 ans, vie de famille, etc., qui voit bien que c'est la merde et qui se demande comment s'en tirer et comment trouver des portes de sortie sur plein de sujets. Donc, voilà. Merci beaucoup à toi, Marlène, et puis à bientôt. Merci Alexandra, merci Claudio, à bientôt. Ce podcast a été réalisé par Alexandra Puré et Claudio Serellini. Merci pour votre écoute et à bientôt.